Comment le prisonnier le plus notoire du pays, détenu en haute sécurité, peut-il simplement mourir? Jeffrey Epstein était censé être sous surveillance constante, avec des gardiens de service, des caméras en marche, des contrôles de routine. Pourtant, il a été retrouvé mort dans sa cellule. Le système a échoué, les protocoles ont failli, et le monde est resté choqué. Ce qui a suivi, c'est une avalanche de théories, d'enquêtes et de soupçons qui n'ont jamais disparu. Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, nous analysons l'affaire Jeffrey Epstein. Jour après jour, le 6 juillet 2019. Jeffrey Epstein revient d'un voyage à Paris et débarque à l'aéroport de Teterboro, dans le New Jersey. La police l'attend. Epstein a déjà eu des démêlés avec la justice. Il a purgé une peine en Floride dans les années 2000 pour infraction sexuelle, mais selon de nombreux analystes, il a bénéficié d'un traitement de faveur. Depuis, il a renforcé sa place parmi les figures majeures de la finance et de la politique. Il a organisé des centaines de réunions avec des personnalités influentes, souvent sur son île privée des Caraïbes. Malgré son passé trouble, il reste une figure régulière des soirées de la haute société new-yorkaise. Il ne participera plus aux soirées mondaines. L'ampleur de l'équipe d'arrestation prouve que ce n'est pas une affaire mineure. Des agents fédéraux interviennent, l'arrêtent et le transfèrent au Metropolitan Correctional Center à New York. À son arrivée, un employé a noté qu'il semblait confus, triste et replié sur lui-même. Elle a conseillé une surveillance étroite pour sa sécurité, mais l'équipe psychologique de la prison n'aurait jamais été contactée. Epstein a été placé dans le système fédéral comme tout détenu, mais cela n'a pas duré. Le 7 juillet, Epstein n'a passé que 22 heures en détention générale. La nouvelle de son arrestation a fait sensation, alimentant les rumeurs d'un gros coup enfin réussi par les fédéraux. Le personnel du Metropolitan Correctional Center, conscient qu'il était le détenu le plus en vue, a décidé de le transférer dans l'unité de logement spécial. Cette décision résulte d'une forte médiatisation et d'inquiétude pour sa sécurité. Les responsables voulaient non seulement le protéger des autres détenus, mais savaient aussi qu'il était essentiel qu'il arrive jusqu'au procès et qu'il puisse éventuellement dénoncer les autres criminels avec lesquels il avait travaillé. Dès le lendemain, cette théorie s'est avérée exacte. Le 8 juillet, Epstein a comparu au tribunal pour sa première audience, où le gouvernement fédéral a présenté plusieurs accusations, dont la traite sexuelle. Il a plaidé non coupable lors de sa première audience, et a été placé en détention provisoire au Metropolitan Correctional Center, en attendant la suite de la procédure judiciaire. Les accusations rappelaient en celles de 2008, mais étaient cette fois bien plus approfondies. Compte tenu des peines encourues, une condamnation aurait presque certainement signifié qu'il passerait le reste de sa vie en prison puisqu'il approchait de la soixantaine, et c'était le genre de choses qui pouvait pousser un homme au désespoir. Le 9 juillet, un détenu accusé de faits graves devrait normalement bénéficier d'une évaluation psychologique pour vérifier tout risque d'auto-agression. S'il était signalé, il serait isolé sous surveillance stricte avec très peu d'affaires. Cependant, Epstein est passé à travers les mailles du filet. Le personnel psychologique de la prison s'est contenté de recommander la prudence. Cela lui a permis d'être placé sous observation psychologique et d'éviter la population générale pour sa sécurité, mais sans protection supplémentaire, en attendant longtemps le procès. Le 10 juillet, Epstein a vu le psychologue en chef pour un contrôle de routine. Le registre indiquait qu'il mangeait, dormait et parlait avec d'autres détenus. Epstein, mécontent de l'isolement, a demandé une cellule individuelle. Il a appris des stratégies d'adaptation et a continué à nier être un danger pour lui-même. Le psychologue l'a jugé stable et a ordonné son retour à l'isolement, cette fois avec un codétenu. Le 16 juillet, Epstein a rencontré le psychologue en chef, cette fois avec ses avocats, pour nier tout problème psychologique. Le rapport du psychologue n'a relevé aucune inquiétude ni besoin de suivi. Ils ont noté qu'Epstein ne serait surveillé qu'à travers les rondes de routine et des évaluations mensuelles. Le 18 juillet, Epstein et ses avocats ont comparu une seconde fois devant le juge pour une audience de libération sous caution. L'équipe d'Epstein a tenté de présenter leur client comme un détenu à faible risque et un pilier de la communauté qui pouvait être libéré en toute sécurité sous caution. Ils ont proposé qu'Epstein porte un bracelet électronique et reste confiné dans sa maison de 56 millions à New York. Le juge a ordonné la détention d'Epstein, citant un risque de fuite lié à ses 20 voyages internationaux l'an dernier et son accès à des avions privés. L'équipe juridique d'Epstein a juré de faire appel, mais pour l'instant, il retournait dans sa cellule, au Metropolitan Correctional Center. Et il ne faudrait pas longtemps avant qu'il ne fasse à nouveau la une des journaux. Le 23 juillet, à 1h27 du matin, les gardiens ont été alertés d'une agitation dans la cellule de Jeffrey Epstein.
Le détenu a été retrouvé au sol, hébété et semi-conscient. Une bande de tissu serrait son cou, la peau dessous marquée d'ecchymose. Ce n'était pas assez grave pour nécessiter une hospitalisation, mais il a été transféré à l'unité psychiatrique, où il a été surveillé 24 heures sur 24, afin de s'assurer qu'il ne représentait pas un danger pour lui-même. Mais tout le monde ne pensait pas que c'était ce que cela semblait être. À l'époque, le colocataire d'Epstein était Nicolas Tartaglione, un suspect notoire de meurtre et trafic de drogue, promis à la prison à vie. Tartaglione a nié toute implication et la prison l'a innocenté. Mais tout le monde n'a pas accepté cette conclusion. Spencer Coven, un avocat représentant plusieurs des victimes d'Epstein, a soutenu qu'il pourrait s'agir d'une attaque délibérée, une tentative de faire taire Epstein avant qu'il ne puisse conclure un accord de plaidoyer. Et c'est à ce moment-là que l'affaire a vraiment commencé à prendre de l'ampleur dans l'esprit des Américains. Aucune preuve officielle n'est sortie sur le carnet noir d'Epstein, mais il était connu pour fréquenter des cercles puissants et sans doute conserver des preuves. Ainsi, l'idée d'une liste Epstein a enflammé les esprits, une prétendue liste de noms et d'actes liés à son île privée, et beaucoup étaient maintenant convaincus que les puissants feraient tout pour la garder secrète. Le 24 juillet, Jeffrey Epstein rejoint ses nouveaux quartiers, un réveil brutal malgré sa situation. La cellule d'observation pour détenus à haut risque comporte des fenêtres sur tous les côtés, un éclairage permanent 24 heures sur 24, et tout risque possible y est éliminé. Il y est resté jusqu'au 30 juillet à sa propre demande, subissant examen psychologique sur examen psychologique. Ensuite, les responsables l'ont renvoyé dans l'unité spéciale d'hébergement pour qu'il reprenne son séjour habituel en prison. Comment les gens ont-ils pu détourner leur attention une seconde fois ? Le 31 juillet, une autre audience aurait lieu, au cours de laquelle le juge serait informé de tous les événements survenus depuis. Le procès devait durer 4 à 16 semaines, sans date officielle fixée. Nouveau revers pour lui, qui a subi un autre examen psychologique après que la sécurité l'a trouvé bouleversé à son retour du tribunal. Mais après une évaluation formelle, il a été déterminé qu'il était sans danger de le ramener à sa routine habituelle. C'était le calme avant la tempête. Le 8 août, les semaines suivantes, ont été plutôt calmes, Epstein étant étroitement surveillé. Plus tard, une note rédigée à cette époque réapparut, où il décrivait amèrement les conditions de sa cellule. Il disait que des insectes rampaient sur lui la nuit, que les gardiens le laissaient nu sous la douche 1 heure, et que Tova Noel lui servait exprès de la nourriture brûlée. Ces accusations n'ont jamais été confirmées ou démenties, mais cet incident aurait dû susciter plus d'inquiétude. Epstein a organisé une rencontre en prison avec 2 de ses avocats, et a signé son dernier testament. Il a nommé 2 anciens employés exécuteurs, et mis ses biens en fiducie. C'était un signal d'alerte sur ce qui allait suivre. Mais tout le monde l'a raté, et ce ne serait pas la seule fois. Le 9 août, la routine d'Epstein en prison s'était établie, et peu semblait encore se soucier de sa sécurité. La veille, il avait dépensé environ 74 $ à la cantine de la prison pour une radio et des écouteurs. Cela était perçu comme un signe qu'il s'adaptait à la vie en prison, et que la sécurité pourrait bientôt être allégée. Il était peu probable qu'il soit transféré dans la population générale car d'autres détenus connaissaient de ses crimes et représentaient une menace. Mais les choses se sont vite accélérées. Le matin du 9, la plus grande divulgation d'informations sur l'affaire Epstein a été rendue publique. Plus de 2000 pages de documents liés aux accusations actuelles contre lui. Elles étaient considérées comme extrêmement accablantes et garantissant que, même s'il parvenait d'une manière ou d'une autre à éviter une condamnation, sa réputation ne s'en remettrait jamais. Le codétenu d'Epstein a été transféré ce jour-là, mais aucun remplaçant ne lui a été assigné, contrairement à la procédure. Ce soir-là, il a vu ses avocats, qui l'ont trouvé optimiste. On n'a jamais confirmé ce qu'il savait sur la publication des documents plus tôt, mais il est probable que ses avocats l'en aient informé. Mais nous n'avons toujours aucune explication sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Le Metropolitan Correctional Center était un établissement très réglementé, accueillant de nombreux détenus violents et médiatisés. Epstein devait être surveillé toutes les 30 minutes pour assurer sa sécurité. Après son rendez-vous avec son avocat, Epstein a été raccompagné à sa cellule à 18h45 par l'officier Tova Noel, gardienne qu'il avait déjà accusé de le cibler. C'est là que les choses deviennent étranges. À 19h, Epstein a pu passer un appel non surveillé, normalement interdit mais autorisé par le responsable de l'unité. Les registres montraient un appel au numéro de sa mère, mais ce n'était pas vrai. En réalité, il parlait à quelqu'un d'autre, quelqu'un de proche de lui. Quand cela s'est terminé, Epstein est retourné dans sa cellule, une cellule qu'il occupait désormais seul. Cette nuit-là, Noel et son partenaire effectuaient les contrôles habituels des détenus.
Leur dossier était jusque-là irréprochable. Les caméras les ont filmés sautant les contrôles de 16h et 22h. À 22h30, Noël a traversé devant la porte d'Epstein sans y jeter un œil. Le comptage des cellules a été approuvé sur des informations falsifiées, et le confinement nocturne a débuté. Ce n'était pas la seule chose étrange cette nuit-là. Les gardiens devaient faire une ronde toutes les 30 minutes. Mais entre minuit et 6h30, Noël et Michel Thomas ne sont jamais entrés dans les cellules. Filmés assis à leur bureau, dormant ou surfant sur internet, ils donnaient une image différente de celle décrite par les documents. Durant cette période, ils ont signé plusieurs feuilles de pointage truquées, affirmant avoir vérifié les cellules plusieurs fois. Les caméras du couloir prouvaient que personne n'est entré dans la cellule d'Epstein. La dissimulation n'aurait peut-être jamais été découverte si les enquêteurs n'avaient pas ensuite examiné les enregistrements vidéo. Leur échec professionnel ferait bientôt la une mondiale. 10 août. Il était 6h30 au Metropolitan Correctional Center, l'heure du repas. Les gardiens distribuèrent le petit déjeuner, mais un détenu manquait à l'appel. Les gardiens du matin ont trouvé Epstein presque assis dans sa cellule, une bande de drap nouée autour du cou et fixée au lit superposé. Il ne réagissait pas, il était déjà en arrêt cardiaque. Les gardiens l'ont aussitôt descendu et tenté une réanimation cardio-pulmonaire, criant aux criminels de respirer. Mais Epstein était déjà mort. Mort depuis près de 2 heures, le superviseur a été prévenu et Epstein transporté à l'hôpital le plus proche, où son décès a été confirmé. C'était déjà une violation inhabituelle du protocole, car un tel décès impose de traiter la cellule comme une scène de crime. Le corps d'Epstein aurait dû être examiné sur place par la police scientifique, avec préservation des preuves et photos. Moins de 10 minutes après la découverte du corps, la scène de crime était déjà perturbée et de nombreuses preuves détruites, rendant l'enquête plus mystérieuse. L'une des premières choses que les enquêteurs ont faites a été de vérifier les images de vidéosurveillance, mais les 3 caméras couvrant la cellule d'Epstein étaient toutes tombées en panne. 2 n'ont produit aucune vidéo, la 3e que des images inutilisables. Le Metropolitan Correctional Center, une prison vétuste aux équipements obsolètes, a surpris son détenu le plus célèbre par la panne simultanée de toutes les caméras. Noël a vite avoué à son superviseur que son partenaire et elle n'avaient fait aucune ronde de contrôle et avaient falsifié les fiches. C'était un incident inhabituel pour une gardienne avec un dossier en grande partie irréprochable. Il n'était pas clair s'il s'agissait d'un moment extrêmement malheureux pour négliger ses responsabilités professionnelles ou de quelque chose de bien plus sinistre. À peine la mort d'Epstein annoncée en prison, des théories du complot ont rapidement surgi, beaucoup doutant qu'il se soit pendu lui-même. Et certains ont de bonnes preuves. C'était le premier décès de ce genre au Metropolitan Correctional Center en 21 ans, et le médecin légiste Michael Baden a rapidement soulevé des inquiétudes concernant la version officielle. Il a noté que la taille d'Epstein rendait la méthode improbable, que ses câbles d'apnée du sommeil plus solides n'avaient pas été utilisés, et que des objets sur la couchette restaient intacts. Cela suggérerait que la scène a été truquée, et qu'Epstein a été étranglé par une personne entrée dans la cellule. Il avait de nombreux ennemis, et la version officielle semblait logique. Epstein était un homme plus âgé, habitué à la richesse et aux privilèges, et tout cela lui avait été retiré. Il allait peut-être passer le reste de sa vie en prison, forcé soit d'être principalement en isolement, soit d'être dans la population générale où il serait une cible de choix. D'autres ont suggéré qu'il aurait pu être visé par ceux voulant empêcher la divulgation de ces informations sur d'anciens clients. Ils auraient facilement pu payer un employé de prison en difficulté pour qu'il détourne le regard. Tôt ou tard, les preuves sortiraient. Le 11 août, l'avocat d'Epstein enverrait Baden pour assister à l'autopsie de la médecin légiste Barbara Sampson. Les preuves à l'air ont démontré que le corps était compatible avec une mort par pendaison auto-infligée, bien que l'équipe d'Epstein ait contesté les conclusions, intentant un procès pour obtenir un meilleur accès aux images des caméras près de sa cellule. Ils ont affirmé que les preuves montraient un meurtre, théorie vite relayée par les médias. Cela signifiait qu'une attention croissante était portée à ceux ayant eu des liens avec Epstein, et bientôt, ceux ayant échoué allaient en subir les conséquences. 13 out. Ce n'est pas un responsable direct, mais le patron qui a d'abord été évincé. Le procureur général Bill Barr a lancé une enquête sur les défaillances du Metropolitan Correctional Center et suspendu le directeur Laminier Ndiaye, remplacé par James Petrucci d'Otisville. 2 membres du personnel de service cette nuit-là ont aussi été mis en congé, mais à la différence du directeur, leur absence semblait définitive. Beaucoup restait à venir, mais il fallait d'abord régler certaines affaires. Le 5 septembre, Jeffrey Epstein a été enterré à Palm Beach, Floride. Après l'autopsie,
un associé inconnu a réclamé son corps, qui s'est révélé être son frère Mark, dirigeant d'une entreprise immobilière jamais liée au crime de son frère. Alors que Mark restait discret, il déclara dans quelques interviews trouver les circonstances suspectes. L'affaire était tellement médiatisée, et les tensions si fortes que la famille a choisi de faire retirer les plaques des tombes de leurs parents pour éviter le vandalisme. Mais les répercussions ne faisaient que commencer. Le 19 novembre, le procès pénal devait débuter, mais pas contre Epstein, toutes les charges ayant été abandonnées après sa mort. Ghislaine Maxwell n'était pas encore inculpée, mais le dossier contre Tova Noel et Michael Thomas était bien plus simple à constituer. Ils ont été inculpés de plusieurs chefs de falsification de documents et de complots, avec de nombreuses preuves. Ils ont déclaré servir de boucs émissaires pour des problèmes du système pénitentiaire et être alors les seuls à aller en prison dans l'affaire Epstein. Mais le système a été clément, en proposant un accord de poursuite différé et en les laissant rentrer chez eux. Mais une autre personne clé n'aurait pas autant de chance. En décembre 2019, Nick Tartaglione avait son propre procès à gérer, mais le criminel était également suspecté dans le premier incident qui avait failli coûter la vie à Epstein. Les détails de l'incident du 23 juillet ont été évoqués au tribunal, mais la défense a affirmé qu'il avait en réalité tenté de sauver la vie d'Epstein. C'était une affirmation audacieuse, et il voulait présenter la vidéo au tribunal. Mais lorsqu'ils ont essayé de la diffuser, le gouvernement a affirmé qu'elle avait disparu. Le juge Kenneth Carras a exigé des explications du gouvernement, qui a répondu que la suppression était due à une erreur administrative. Encore un cas d'information manquante sur Epstein. Mais le mystère s'épaissirait encore. Epstein était parti, mais ses secrets subsistaient. Les preuves laissées allaient n'impliquer d'autres personnes. Le 2 juillet 2020, Ghislaine Maxwell a été inculpée pour complot de trafic sexuel, risquant la prison à vie. Après des années d'audience, elle a pris 20 ans de prison. Et elle n'était pas la seule. La même année, Jean-Luc Brunel, associé d'Epstein, a été inculpé par la justice française pour crimes sexuels. Comme Epstein, il n'a jamais été jugé. Sa mort en détention a été tristement familière pour beaucoup. Mais une affaire n'allait pas s'arrêter de sitôt. Le FBI et le ministère de la Justice ont enquêté sur la mort d'Epstein le jour de la réaffectation du directeur de la prison. Mais aucune preuve irréfutable n'a jamais été trouvée. L'enquête a duré plus longtemps que la présidence de Trump, s'est poursuivie sous Biden, et s'est conclue avec le procureur général Merrick Garland. Le 27 juin 2023, le ministère de la Justice a publié son rapport. Il a répertorié des dizaines de défaillances, de négligences, d'incompétences et d'inconduite, mais n'a finalement trouvé aucune preuve de jeu déloyal. Et pour la plupart des gens, cette réponse n'était pas suffisante. En 2025, Maxwell demeure la seule condamnée dans l'affaire, transférée dans un établissement moins sécurisé après avoir, selon les sources, coopéré avec les autorités. La majorité des dossiers restent sous scellés, car liés à des enquêtes criminelles en cours, et aucun client n'a été inculpé. Ainsi, peu importe comment ou par qui Jeffrey Epstein était mort, de nombreux secrets ont disparu avec lui. La mort mystérieuse de Jeffrey Epstein a soulevé plus de questions que de réponses, et ce n'est pas le seul dossier enfoui dans les archives du gouvernement. Regardez 50 secrets déclassifiés du FBI pour découvrir ce que les agences cachent, ou cliquez sur cette vidéo.